Bonjour. Bonjour. Nous sommes là pour parler d'un sujet qui nous fait changer d'échelle, puisqu'on va s'intéresser à des organismes animaux qui vivent dans les sols. Et c'est ce sujet qu'on va vous exposer, qui s'appelle Trame Biosol, qui visait à définir justement la trame écologique pour les organismes du sol, et puis à voir aussi comment justement les programmes d'urbanisation peuvent modifier cette trame écologique qu'on appelle trame brune. C'est un programme porté par 3 partenaires, piloté par Sol Paysage, donc mon voisin, Xavier Marié, Étienne Lénac qui est grippé, donc qui fait partie d'une agence d'urbanisme qui s'appelle Lambert Lénac, et puis moi-même, Daniel Cluzot de l'Université de Rennes. Alors pour commencer par rapport à cette... Pour introduire un peu les sols, c'est juste pour dire que dans le milieu urbain, il y a une grande diversité des sols, avec, vous voyez à gauche, des sols naturels, et puis ensuite viennent des sols plus ou moins anthropisés, qui ont été modifiés plus ou moins profondément, et donc on a un premier gradient d'anthropisation des sols. Cette anthropisation des sols va conditionner la biodiversité des sols et va conditionner en particulier le modèle lombricien que nous avons choisi. Ce deuxième gradient que nous avons aussi pris en compte, c'est le gradient d'isolement, puisque tout programme d'urbanisation a tendance à fragmenter les sols naturels, et puis ensuite ça commence aussi à créer des isolats, donc à isoler des populations ou des espèces dans ces différents sols. Donc avec les différents programmes d'aménagement, il y a une augmentation de cette fragmentation et une multiplication de ces isolats de la faune du sol. La question aujourd'hui, c'est de se dire que connaît-on de l'impact de ces gradients d'anthropisation et de ces gradients d'isolement sur la faune du sol. Et puis vous voyez en bas de cette diapositive différentes barrières qui constituent un isolement plus ou moins marqué, voire complet, empêchant justement la migration des espèces de la faune du sol. Ce qui fait que nous savons aborder un concept qui a démarré il y a quelques années à l'échelle française et un petit peu européenne. C'est la notion de trame brune pour les sols qui va essayer donc d'être la trame écologique pour justement permettre le flux de gènes pour les populations animales vivant dans les sols. Et donc cette trame brune, aujourd'hui, elle est encore mal définie. Et puis, aussi bien dans la littérature scientifique que dans les éléments de droit ou d'urbanisation. Et nous voulons justement contribuer à définir cette trame brune urbaine. Et pour ce faire, nous avons aussi la volonté de développer une approche méthodologique pour localiser et caractériser cette trame brune urbaine. Donc nous avons ainsi, dans notre programme Trame Biosol, qui a démarré il y a 1 an et demi, identifié 3 principaux objectifs. Donc le premier, c'était justement de donner une définition à cette trame brune, à savoir si on veut lui donner une définition sensu stricto ou au contraire assez élargie par rapport à la faune du sol, et puis mettre au point une démarche méthodologique qui va permettre de la caractériser et en même temps de la localiser. Le deuxième objectif, lui, a comme velléité d'établir une démarche pour justement identifier cette trame brune et puis permettre ainsi de définir cette trame brune en fonction d'un degré d'anthropisation et d'un degré d'isolement
qui vont aussi potentiellement conditionner les formes urbaines. Et ça, on a en fin de compte obtenu des résultats qui nous ont amenés à penser autrement. On va vous le présenter juste après. Et puis le dernier objectif, qui va se réaliser à partir de l'année prochaine, eh bien, ça va être de partir de cette synthèse que nous aurons réalisée dans les objectifs 1 et 2, pour en discuter avec les urbanistes, mais aussi les juristes et d'autres acteurs de l'aménagement urbain, pour pouvoir introduire ou non cette biodiversité dans des documents administratifs. Donc la première étape que nous avons déjà réalisée était de définir cette trame brune. Et donc cette trame brune, un peu, c'est la trame verte pour les nuls. C'est la trame qui va permettre à des animaux qui sont tout le temps dans les sols, qu'on appelle géobiontes, et qui sont peu pourvus d'appendices, donc il n'y a pas de pattes, ou très peu de pattes courtes, et des ailes. Il n'y a pas d'ailes non plus. Et donc ces organismes de la faune du sol qui sont toujours associés au sol, et bien parmi ces organismes, on a choisi de travailler sur les vers de terre. D'une part parce que ce sont des animaux emblématiques de la biodiversité des sols, mais aussi parce que ce sont des organismes ingénieurs qui vont impacter le fonctionnement du sol lorsqu'ils sont présents dans ces milieux. Et le dernier point, c'est d'avoir identifié, avant de passer la parole à mon collègue, c'est d'avoir identifié deux premiers facteurs qui nous paraissaient importants, c'était l'anthropisation et puis l'isolement des sols. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte que les formes urbaines conditionnaient la distribution de cette biodiversité, puisque les formes urbaines conditionnaient aussi le remaniement des sols, et donc l'anthropisation des sols ou l'isolement des sols. Et donc là, je vais passer la parole à mon collègue. Merci. Donc après cette définition de la trame brune, je vais vous parler de notre démarche en fait d'étude pour arriver à rentrer dans le dur en fait de cette caractérisation de trame brune. La première phase qu'on a développée, c'est une phase d'étude préalable donc à partir des données SIGE du territoire. Et dans la continuité des travaux de la thèse CIFRE de Jeanne Maréchal qui vient de soutenir le 9 mars dernier, on a travaillé essentiellement sur le plateau de Saclay, qui présente donc des sols limoneux, favorables au développement des communautés lombriciennes. Et on a pris en compte la notion de forme urbaine à travers deux processus en fait, de genèse de la ville. Un processus à l'ouest, nord-ouest, qui est le processus de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, et le processus au sud-est, qui est le processus plus sédimentaire, en fait, plus classique, de l'évolution de la ville de Palaiseau. Voilà, donc l'objectif, c'est bien de comprendre les formes urbaines dans leur contexte territorial. Pour des raisons opérationnelles, on a choisi plutôt d'intervenir sur la commune de Palaiseau, dans un premier temps, aidé en cela par une personne clé, hein, c'est souvent le cas dans les recherches d'appliqués de terrain, des personnes qui vous ouvrent la porte, et notamment merci à Charlie Guillard de la ville de Palaiseau, qui a su convaincre aussi le maire de nous aider dans nos démarches. Voilà, simplifier l'accès au terrain, c'est essentiel pour faire de la recherche appliquée. Donc on a défini un périmètre d'étude que vous voyez ici sur la partie gauche de l'écran, qui se caractérise donc en bas à gauche par Polytechnique. Bon, ça c'est un artefact d'équipement public majeur, mais sur la droite, en fait, on a plein de formes urbaines en lisière en fait, et en limite du plateau qui nous intéressent, avec deux typologies simplifiées, la typologie d'habitat collectif et la typologie d'habitat individuel très classique du périurbain. Voilà, alors 4 formes ont été bien définies comme référence, c'est-à-dire de l'habitat individuel discontinu, là sur la gauche, de l'habitat individuel qui peut être continu aussi, donc la notion de barrière, de corridor pédologique dans ces deux formes sont susceptibles d'être différentes. Et de la même manière, un peu plus sur la droite, donc troisième image, c'est de l'habitat collectif, mais du collectif en fait qui n'est pas continu, qui est discontinu. Et à droite, on va trouver des barres de collectifs continus qui vont représenter des obstacles plus importants.
Voilà. Et bien, donc ensuite, à l'échelle du territoire, on voit bien la méthodologie, hein, c'est-à-dire étudier les formes urbaines, ensuite étudier la trame vière, qu'on pourrait appeler trame grise, en tout cas trame d'infrastructure, qui va créer des phénomènes de rupture, et puis la trame verte, à laquelle on va associer assez facilement la trame brune, en relation donc à la présence de végétaux. Voilà. On va, pour être plus précis, plus illustré, travailler sur un zoom. C'est le quartier des Joncherettes, qui est un quartier plutôt d'habitat individuel, voilà, avec trois types en fait de formes urbaines reconnues, c'est-à-dire une forme de lotissement, on va dire, assis notamment sur un foncier progressivement bâti. Un foncier donc plutôt sous forme de lotissement de maisons donc qui elles sont discontinues, et puis un bâti de lotissement avec des formes continues. À cela, on ajoute donc la trame grise, en fait les éléments de rupture, les éléments de discontinuité, les obstacles pour les animaux qui vont évoluer dans cette trame brune, donc supposés plus ou moins infranchissables pour les vers de terre. Et donc ensuite, nous avons donc la trame verte, y compris d'ailleurs celle, on insiste beaucoup là-dessus, du non-bâti, qui est présente dans les propriétés privées et qui nous intéresse tout particulièrement en connexion, bien sûr, avec des ensembles plus larges de l'espace public alentour. Voilà, donc ainsi un peu se caractérise cette méthode d'études préalables à partir des données SIGE disponibles pour bien comprendre dans quel contexte historique et géographique, urbain, écologique, va se définir la trame brune. Avant de rentrer donc en phase B sur des études de terrain. C'est-à-dire que pour échantillonner correctement les sols de cette trame brune, qui constituent donc les sols, le milieu de vie des animaux, de la faune du sol, eh bien, il faut faire de la pédologie et notamment donc distinguer sur la droite, vous voyez de cette figure, l'ensemble des matériaux qui vont constituer les sols, différentes terres, je passe sur les détails, plus ou moins remaniés par des travaux plus ou moins importants. Et puis, ces matériaux, ensemble, forment des sols plus ou moins naturels ou artificiels. Donc ça, c'est la synthèse à partir de ces données pédologiques. Tu peux donc passer, merci. Donc voilà, on a repéré donc trois grandes familles, hein, les anthroposols, un peu à l'image de l'introduction que vous a présentée Daniel, des sols anthropisés, donc un peu hybrides entre des sols naturels et des anthroposols, et donc en vert, les sols naturels. À partir de là, donc, si on dézoome de nouveau et qu'on se retrouve à l'échelle de l'ensemble de la zone d'étude, en rouge, vous avez la première caractérisation donc pédologique, essentiellement facilitée par l'accès au domaine public de la commune de Palaiseau. Et on s'est aperçu qu'on n'avait pas évidemment tous les items d'observation nécessaires et on a ensuite déclenché une approche participative dont vous parlera Daniel, c'est les petits points en bleu pour pouvoir accéder aux parcelles privées. Voilà, donc de façon synthétique, à l'échelle des 98 profils de sol qu'on a déterminés sur la zone d'étude, on peut dire, pour résumer, que les luvisols naturels, on en a observé dans 29 points d'observation. Des luvisols donc un peu anthropisés, on en a 14. On a 46 anthroposols reconstitués et 9 anthroposols artificiels. Et donc c'est dans ce paysage pédologique, en fait, marqué, comme on l'a compris, par la fragmentation et les formes urbaines, mais aussi dans les continuités écologiques, que ce soit de l'espace public ou de l'espace privé, qu'on va trouver nos explorations lombriciennes. Et je te repasse la parole. Merci beaucoup. Donc pour les lombriciens, nous avons commencé à établir un référentiel de la distribution des communautés dans les sols naturels depuis 3-4 ans avec la thèse donc justement de Jeanne Maréchal. Et puis dans le cadre de Trame Biosol, nous avons commencé l'an passé à faire une première campagne où, toujours en étudiant les sols naturels,
mais si possible, en utilisant aussi dans le territoire des barrières plus ou moins infranchissables. Cela nous a permis de comparer justement les communautés et l'évolution de la structure de ces communautés selon la barrière et son degré de franchissement. Après, nous avons utilisé l'inventaire pédagogique qui a été réalisé l'an passé pour pouvoir positionner des prélèvements sur le territoire de la commune. Et donc ces prélèvements ont commencé début mars. Nous avons retenu 51 sites du domaine public sur lesquels nous sommes en train de faire des observations sur les communautés lombriciennes. Mais en même temps, nous avons essayé de rentrer dans les sols naturels privés. Et c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé avec la commune de Palaiseau pour publier dans le journal de la commune une invitation à une démarche participative des habitants du territoire. 21 habitants se sont proposés, ont proposé leur parcelle de jardin pour qu'on puisse faire des observations. Ce qui nous fait que cette année, nous sommes en train de réaliser une campagne qui va porter sur une 70-72 points d'observation. Cela va nous permettre de faire des synthèses à l'échelle des quartiers, et donc de ces différents quartiers, où là on voit à peine, mais il y a des points jaunes qui sont les prélèvements de lombriciens qui sont faits sur le domaine public, les points bleus qui sont faits sur le domaine privé, et puis chacun de ces points jaunes et bleus a fait l'objet d'un profil pédagogique, mais les points rouges sont des points où on a fait une étude du profil pédagogique, mais sans faire d'étude des lombriciens, de manière un peu à essayer d'économiser un peu une charge de travail, de manière à pouvoir approfondir les communautés lombriciennes là où ça nous paraissait les plus intéressants. Donc, il nous reste à faire maintenant la synthèse dans ce deuxième objectif. Cette synthèse, elle va croiser justement les formes urbaines, l'isolement et l'anthropisation, mais aussi la structure des communautés. Et on espère que tout ça, ça va nous permettre d'identifier justement des réservoirs de biodiversité à l'échelle de la commune de Palaiseau et de pouvoir évaluer aussi l'état des corridors, à savoir si ces corridors sont connectés et permettent justement une connexion parfaite ou non vis-à-vis des réservoirs. Et bien sûr, donc, nous allons dessiner tout ce qui est discontinuité de cette trame brune urbaine sur le sol de la commune de Palaiseau. Ça, une fois qu'on aura fait cette approche, ça permettra aussi de l'appliquer sur d'autres territoires, comme celui de la ville voisine de Saint-Quentin, sur lequel nous avons déjà des connaissances acquises. Donc, en termes de valorisation premièrement dans des publications, plutôt des publications en français, qui s'adressent à des gestionnaires, donc des sols d'un côté avec une publication dans Études et gestion des sols, et puis une publication dans une revue d'architectes qui s'appelle Traits urbains, pour rendre compte de cette démarche justement d'établissement de la trame brune. Nous en profiterons aussi pour faire des communications dans les colloques internationaux et des publications de recherche en anglais, mais ce n'est pas non plus l'objectif premier, puisque l'objectif premier, c'est de pouvoir passer de l'information structurée aux autres partenaires, et en particulier aux personnes qui vont nous rejoindre dans la troisième phase de notre projet. Oui, donc en effet, c'est vrai que ce sujet de la valorisation est vraiment au cœur de nos préoccupations, parce qu'on fait exister en fait cette trame brune, mais elle ne s'impose pas par le droit, donc elle va se proposer aux acteurs. Et on va voir comment ce sujet est appropriable. Et donc, notre premier retour d'expérience, c'est la capacité méthodologique. Donc, je pense que ça, on peut déjà verser ça au dossier, c'est-à-dire on fait une étude préalable avec des données SIG disponibles, on fait une étude claire des formes urbaines sur le territoire. Deuxièmement, on fait des études de terrain avec l'approche pédologique et l'approche lombricienne. Et puis ensuite, avec ces résultats, on va proposer donc aux acteurs
un dialogue et une prise en compte ou non, une compréhension ou pas. Voilà, donc juste pour terminer, 3 séminaires sont prévus sur la période de septembre 2022 à novembre 2023, conformément à nos engagements vis-à-vis du PUCA. Et voilà, plutôt un séminaire sur les résultats dans un premier temps. Deuxième temps, un travail de co-construction, de recommandation et une restitution finale. Alors, Étienne Lénac n'est pas là, mais il m'a chargé quand même de vous dire que lui, en tant que praticien, architecte, urbaniste, de ces processus urbains qui impactent fortement le sol et qui ont sans doute une relation avec l'érosion de la biodiversité, eh bien, en fait, lui, ce qu'il attend, c'est véritablement des recommandations, des outils opérationnels, et on va essayer donc de les co-construire. C'est très important. Son idée, c'est d'avoir un dialogue, notamment avec des aménageurs du territoire. On parlait Citalio, CICAD, par exemple, qui sont de grands opérateurs et qui peuvent prendre en compte cette stratégie de trame brune dans l'opérationnel. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Bien. Beaucoup de choses, des échelles un peu différentes. Moi, j'ai aussi des questions. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle ? Merci Philippe. Merci. Oups, pardon. Merci beaucoup pour ces interventions. Moi, j'avais une question pour Frugacité. Et je redis encore, j'ai vraiment de la chance que le programme Baume m'ait identifié comme rapporteur pour ce projet, parce que je l'adore. Et il y a un point, moi, qui m'interpelle dans votre présentation, c'est dans la trame, dans l'analyse que vous faites, comment est-ce que vous intégrez justement ces analyses temporelles ? Vous intervenez sur un terrain déjà bâti, avec des évolutions qui vont être marquées dans les années qui viennent, et justement, comment est-ce que cette analyse diachronique, passé, présent et futur, va affecter votre analyse. Après, j'aurai d'autres questions s'il y a besoin, mais au moins celle-là, ma première. Bah écoutez, alors pour le moment, c'est vrai que le côté diachronique est pas complètement pris en compte. Alors l'idée, c'est qu'on a des échanges avec les acteurs, donc on a une idée de, quelque part, on est capable de se projeter à 5 ans, à 10 ans. Donc quelque part, il y a dans nos modélisations, il y a deux choses. Il y a l'état existant du quartier de gare au moment où on fait le premier état des lieux et les premières modélisations. Et puis, comme le disait Alexandre, il y a un moment des recommandations qui vont être faites où on se projette dans un avenir à un instant T. Maintenant, on pourrait imaginer peut-être avoir des recommandations, je dirais multipoints, c'est-à-dire dans multipoints de temps, si on connaît suffisamment, si on est capable de projeter, on va dire, cette évolution sur un temps proche ou un temps plus lointain. Dès les ateliers participatifs qui avaient pour but de déterminer quels étaient les quartiers de gare qui allaient être choisis, nous avons introduit aussi cette dimension d'évolution quand on a montré le SIGAR qui présente l'attractivité de la gare en tant que pôle attracteur sur le flux du réseau et attractivité de la gare et du quartier de gare en tant que pôle de service, pôle d'activité. Et on a demandé aussi aux acteurs qui étaient présents, donc qui étaient des acteurs de l'aménagement du quartier de gare, comment est-ce qu'ils percevaient l'évolution de ces gares dans un futur proche, au regard de l'ensemble des connaissances qu'ils avaient sur les projets de développement de la gare en elle-même, dont eux, ils avaient connaissance, des projets urbains liés au Grand Paris et des projets d'aménagement urbain à l'initiative de la mairie, par exemple, dont on avait fait un premier, sommairement, un premier résumé pour leur soumettre. Donc, on a identifié ces quartiers parce qu'ils avaient des potentialités d'évolution qui semblaient intéressantes à nos yeux au regard des espaces de biodiversité. Mais c'est vrai que, disons que la partie diachronique dans notre travail pour l'instant se pose plus en termes de prospective et de modélisation et d'analyse des réseaux écologiques avec l'introduction d'habitats potentiels dans un futur, plutôt que de renouveler des inventaires écologiques à différentes échelles de temps, par exemple. Je rebondis sur la temporalité. pour vous poser une question peut-être naïve.
Je crois qu'on connaît quand même la relation entre la date de modification d'un sol et sa restructuration en horizon. Je crois que c'est quelque chose qui est un peu connu. Et je me pose la question en voyant, alors vous avez abordé un tout petit peu les dates, mais est-ce qu'en fin de compte, la date du chantier n'est pas un élément qui vous éviterait de perforer partout les sols? Parce que avec le temps, on sait que les vers de terre arrivent, on sait qu'on a des humus qui se refait. Est-ce que c'est ce que je vous dis là, c'est complètement aberrant ou ça fait partie des questions que vous pourriez aborder? Bien, non, on a en fait suivi ce sujet de la recolonisation en fait, des vers de terre dans des cas de sols reconstruits, dans différents cas de figure, lors de travaux antérieurs en fait, à Tram-Biosol, qui préparaient la thèse de Jeanne Maréchal. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un effet temps assez important. Et donc, dans la méthodologie qui est aujourd'hui cadrée, qui est là pour produire des connaissances, on a cherché plutôt à neutraliser le facteur temps, c'est-à-dire on a observé des territoires qui avaient entre 20 et 30 ans de fabrication, de façon à plutôt avoir une recherche d'évaluation, non pas du processus de recolonisation dans sa chronologie, mais plutôt d'étudier les continuités, discontinuités à terme d'une évolution à peu près mature qui ne présentait plus trop d'artefacts avec les comptages d'activités, de biomasse et de diversité biologique des communautés dans les sites naturels de référence. D'accord, pour faire ressortir justement la forme urbaine et non pas l'historique. Mais il y a un deuxième usage du temps, c'est justement l'époque d'urbanisation. Donc on peut soit fixer le temps, mais au contraire aussi regarder la différence des formes urbaines entre les pavillons 1950-60, 80-2000 et après 2010, puisque le non-bâti a tendance à augmenter à un certain moment, puis à redescendre. Les limites de parcellaires sont souvent des murets ou des murs infranchissables dans les lotissements anciens. Lotissements récents, depuis 20 ou 30 ans, il y a souvent des clôtures, donc ce qui fait que ce sont des barrières franchissables. Ce qui permet aussi de faire le lien entre justement les stratégies d'urbanisation à différentes époques. Des questions, Audrey? Oui, j'ai une question dans la continuité. En fait, je me demandais, à partir de tous ces profils de sol que vous avez réalisés, vous êtes arrivé à 4 catégories. Mais je me demandais justement comment vous êtes arrivé à ces catégories. Et est-ce que vous pouvez les caractériser un petit peu, de quoi elles sont composées, l'épaisseur, de décrire peut-être un peu plus? Oui, en effet. En fait, déjà bien comprendre que le matériel d'étude, au sens pédologique, a été choisi. Choisi pour ses aptitudes, c'est-à-dire le fait qu'il ne représentait pas en lui-même un frein pour les communautés lombriciennes. Donc il s'agit de sols épais, souvent pourvus en eau à une certaine profondeur. Donc en fait, dans leur cycle de vie, toutes les communautés fonctionnelles lombriciennes peuvent s'exprimer, etc. Bon. Donc à partir de là, si vous voulez, un chantier, c'est quand même pas mal de déménagement de terre. Voilà. Et le pédologue sait assez bien constater les perturbations à partir d'un profil de sol originel. Donc, si vous voulez, quand on va produire la ville, on va détruire du sol au sens écologique et pédologique pour construire des sols en dur. Bon, des sols de route, des sols de parking, des sols de trottoir, des sols de bâtiments. Voilà. Bon, entre ces extrêmes de destruction des sols totales et les continuums naturels environnants, agricoles, forestiers, etc., les espaces naturels, on va avoir des artefacts en fait, qui sont liés à la manipulation des matériaux. Donc, par exemple, on va décaper à une certaine profondeur une partie du solum, et ensuite, on va le mettre en stock, et puis ensuite, on va le remettre en place. Et c'est comme ça, en fait, qu'on construit les sols d'espaces verts. Donc, selon l'intensité de ces phénomènes, on va avoir une variabilité relativement importante. Dans notre cas d'étude, en fait, c'est des sols qui vont être surtout
compacté à une certaine profondeur, ou alors organique, moins organique ou plus organique. Voilà l'essentiel de la compréhension de la diversité des sols du périmètre d'étude. Merci. Une question ? Bonjour, donc Elsa de la LPO Île-de-France. J'avais une question pour Tram Biosol. Est-ce que vous allez prendre en compte la vibration des axes de circulation pour les lombrics? Parce que j'avais cru comprendre, d'après les travaux de l'écologue de la ville de Lille, qu'en fait, ne serait-ce qu'un chemin piéton circulé, ça empêche, en termes de vibration, les lombrics de passer en dessous. Et donc, même un sentier, ça constituerait une barrière dans ce cas-là. Ce qui ne rend pas l'étude évidente. Mais... Oui, il y a déjà des connaissances acquises sur les capacités de déplacement et de migration des lombriciens. Et après, fonction de la largeur de la route et du revêtement, il y a quand même des possibilités pour qu'ils puissent les franchir. Et donc, on a pris comme règle qu'au-dessus de 3 mètres sur du goudron, on considère que ce sont des barrières infranchissables. Mais en dessous de 3 mètres, on indique plutôt barrières semi-poreuses ou semi-franchissables. Oui, moi j'avais une question pour l'équipe AREP, justement pour rebondir sur la question de l'environnement sonore. Est-ce que cette dimension est prise en compte à un moment donné, notamment dans les quartiers de gare, justement, où il y a cette composante sonore qui fait qu'en fonction d'un bâti ou d'un environnement construit en général, on a une sonorité qui peut impacter en fait le développement ou la circulation en fait des espèces. Est-ce que ça c'est une dimension qui a été prise en compte à un moment donné? Notre travail va beaucoup reposer sur l'approche spatiale de la modélisation écologique, et donc de ce fait il est assez difficile de prendre en compte avec les logiciels qu'on emploie notamment, tout ce qui va dépendre de phénomènes aspatiaux, que ce soit des phénomènes de pénétration de pollution ou de conséquences acoustiques, même si il y a des évolutions dans ce domaine qui sont faites. Pour l'instant, on a prévu de notifier ces phénomènes en tant que contraintes techniques parce qu'ils peuvent impacter le socio-écosystème à travers les représentations que les gens se font des espaces, mais pas de les intégrer dans les modélisations des réseaux écologiques en tant que tels. Et si je peux juste rajouter, pour le coup, la question du bruit global, notamment les annonces sonores, c'est une chose qui par ailleurs est travaillée en interne chez nous pour des questions voyageurs et notamment de personnes qui habitent autour des gares et qui peuvent être gênées par cette problématique-là. Et il n'est pas impossible que demain, sur la base des résultats qu'on pourrait avoir ou sur la base d'expérimentation future, on puisse peut-être intégrer ça, notamment dans le choix des appareils qu'on met en place, du niveau sonore, de leur manière de fonctionner, et ainsi de suite, pour que ça prenne en compte aussi les nuisances que ça peut apporter à certaines espèces. Moi, j'ai une question aussi sur les espèces. Alors, je l'ai peut-être pas bien compris, mais donc c'est amphibien reptile que vous avez cité. Mais vous faites des inventaires ou c'est une espèce modèle que vous prenez virtuelle ou comment est-ce que vous travaillez avec ce groupe? On part de la base de données CETIA qui regroupe l'ensemble des espèces de différents ordres et taxons dans l'ouest parisien. À partir de là, on va effectuer un certain nombre de choix en les soumettant aux ateliers participatifs sur un certain nombre de critères qu'on va définir, qui auront effectivement nature en partie du taxon. On va chercher à cibler certains taxons particuliers, mais qui ne sont pas pour l'instant prédéterminés. Et par la suite, afin effectivement de casser un peu la complexité de la modélisation, on envisage d'employer des espèces virtuelles afin d'Angrafab pour prendre en compte pour réaliser des modèles qui seraient plus larges tout en ayant un certain nombre d'espèces cibles
sur lesquels on pourrait interroger les acteurs du quartier de guerre. D'accord, parce que les amphibiens, c'est compliqué. Hein. C'est sur 2 habitats, la plupart. Comme modèle, c'est un modèle complexe, quoi. Oui, je ne sais pas si Grafab a beaucoup joué avec des espèces comme ça, mais ça veut dire qu'on joue avec des couples d'habitats et des présences, et donc les nœuds ne sont plus les nœuds classiques qu'on connaissait avec Grafab. Est-ce qu'il y a des questions encore? Ou des remarques? On continue? Merci. J'avais une petite question sur les vers de terre. Je me demandais comment, à partir des échantillonnages, vous alliez séparer l'effet de la qualité de l'habitat de l'effet de la connectivité. Bon, ça a été un peu posé tout à l'heure. Mais... après, c'est premièrement la définition de la qualité de l'habitat. Si tu peux définir la qualité de l'habitat pour des communautés non-russiennes, on est quand même, c'est assez sommaire comme paramètre. C'est matière organique et puis pH, texture. Donc là, on ne définit pas forcément la qualité, mais on définit plutôt l'habitabilité. C'est-à-dire, voilà, quelles sont les variables suffisantes, nécessaires et suffisantes pour que les vers de terre puissent se maintenir, se développer, se reproduire et puis après migrer. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, c'était sur l'habitat. Oui. La qualité de l'habitat, quelle que soit la façon de la définir, de la connectivité. Parce que la connectivité, après, c'est fonction de la capacité de déplacement et de migration par an ou le long de leur vie de ces organismes-là. Et donc, si on a un organisme qui fait 3 cm, un organisme qui fait 10 cm ou 1 mètre, eh bien, l'univers de vie va être décimétrique, va être métrique, décamétrique ou octamétrique. Donc, à partir de là, les barrières vont être de taille aussi variable. Donc voilà, déjà pour les vers de terre, donc tu vas différencier les grandes tailles des petites tailles en espèces, et puis leur capacité à migrer à la surface du sol. Donc, faudrait faire de la génétique. Ce matin, il y avait une discussion avec les collègues de Marseille qui présentaient l'écureuil, et après qui disaient qu'ils allaient tester ça sur les escargots. Et les escargots font partie de la faune du sol, mais de la faune épigée. Et nous avons discuté ce midi à table qu'il serait intéressant d'utiliser leur simulateur pour justement tester quelle est la barrière minimaliste ou maximale pour permettre à chacune des espèces vers de terre ou des espèces escargots de pouvoir franchir ou pas cette barrière. Là, on parle en génération. Hein. L'escargot, c'est moins d'1 mètre par an, enfin les petits du sol tout au moins. Voilà. Donc du coup, là, on est sur des processus très longs. Merci beaucoup.